Lors des 3 derniers cours, nous avons vu comment Samsu-Iluna connut de graves déboires suite aux révoltes qui éclatèrent dans le sud, l'est et l'ouest de son royaume. La situation dans le sud semble être stabilisée au début de l'an 12, avec la perte de la région la plus méridionale, c'est-à-dire en particulier avec les villes d'Uruk, Larsa et Ur. Au contraire, Samsu-Iluna put reprendre durablement le contrôle de la région de Nippur et d'Isin. Et il célébra, dans le nom de sa 15e année, la restauration d'Isin, en ces termes, année où le roi Samsu-Iluna fortifia la muraille d'Isin qui avait été détruite, la restaura et la rebâtit, et installa cassure dans son à nouveau une cassure, et malheureusement nous ne possédons pas de version complète du nom d'année, qui est presque toujours abrégée en il restera la muraille d'Isin. Et cette fin mal conservée pose bien entendu un problème, mais il me semble qu'on peut faire une comparaison avec le nom de l'année 28 du roi de Larsa, Rimsin, que je cite, année où Rimsin, le pasteur fiable, sur l'ordre des dieux Anum, Enlil et Enki, a reconstruit la muraille de Zarbilum, la ville majeure, dont la muraille n'avait jamais été reconstruite. Il y a réinstallé son importante population et l'a fait résider dans une demeure calme. Il s'agirait donc, dans l'année 15 de Samsu-Iluna, de la réinstallation des habitants d'Isin qui auraient dû quitter leur ville dans les années troublées antérieures. Ça n'est qu'une hypothèse et nous reviendrons sur le détail de la vie à Isin la semaine prochaine. Le nom de l'an 15 ne parle pas d'une restauration de la muraille de Nippur, ville voisine, et dont on peut supposer qu'elle aussi avait été atteinte par les destructions lors de la révolte. Mais il y a un texte qui a été trouvé à Nippur par Hilprecht, à proximité de la ziggourate, qui rappelle comment Samsu-Iluna restaura la muraille de Nippur qui avait été bâtie par son grand-père Sinmuballit. Alors on n'a pas d'indice pour la datation de cette inscription, mais elle pourrait avoir un contexte identique à celle de la reconstruction de la muraille d'Isin. Et donc on a une situation documentaire inverse. Pour Isin, on a un nom d'année, mais pas d'inscription. Et pour Nippur, on n'a pas de nom d'année, mais on a une inscription. Dans les années qui suivirent ces restaurations, Samsu-Iluna se consacra à la défense du cœur même de son royaume, et on peut penser que c'est un signe qui révèle son inquiétude face à la situation politico-militaire. En témoigne le nom de l'année 16, consacré à la restauration de la muraille de Sippar, et puis l'année 17, qui reçut comme nom année où le roi Samsu-Iluna restaura et reconstruisit les grandes forteresses ou bien murailles de Lemutbalum qui avaient été détruites. Freyne a mis ce nom d'année en rapport avec une inscription où Samsu-Iluna commémore sa restauration de 6 forteresses qui avaient été bâties par Sumulael, le fondateur de la première dynastie de Babylone. Donc on a l'énumération de Dimatenlil pour la déesse Ninmar, de Pada pour le dieu Hadad, de Lagaba pour le dieu Sin, de Yabushum pour le dieu Beltsarbat, et puis Gulaba ainsi que Utsi-Anaera pour le dieu Nergal. L'emplacement de la plupart de ces forts est inconnu, mais il ne paraît pas possible que Sumulael les ait construits dans Lemutbalum si ce terme désigne la région qui va de Mashkan Shapir à Larsa. Mais dans le nom d'année de Samsu-Iluna, il est assez vraisemblable qu'il soit ici fait mention de Lemutbalum ou Yamutbal oriental, c'est-à-dire une région proche d'Eshnuna, comme le montre au XIXe siècle le traité de Belakoum. En tous les cas, cette région non plus n'était pas contrôlée par Sumulael, et donc le rapprochement de Freyne entre cette inscription et le nom de l'année 17 de Samsu-Iluna est à oublier, et le contexte géographique et chronologique de cette inscription demeure incertain.
Cependant, nous n'avons pas encore vu ce qu'il advint à l'est, après la révolte du roi d'Eshtuna Iluni. Et ce sera le cours d'aujourd'hui. Chemin faisant, je ferai un long développement sur la vie dans un domaine d'un dignitaire babylonien, parce que les archives de ce domaine sont datées des années 15 à 20 de Samsu-Iluna, donc la période qui va nous intéresser aujourd'hui, et elles fournissent quelques indications très intéressantes sur la campagne de Samsu-Iluna contre Eshtuna. Et dans un troisième temps, nous verrons comment Samsu-Iluna voulut renforcer son contrôle sur la vallée de la Diyala par la construction d'une ville forte à laquelle il donna son nom, Dur Samsu-Iluna. Vous vous rappelez que la campagne commémorée dans le nom de l'an 10 de Samsu-Iluna incluait Eshtuna parmi les ennemis du roi de Babylone. La formule était « année où le roi Samsu-Iluna, grâce à la grande force de Marduk, remporta la victoire sur l'armée de l'Idamaratz, et dans certains textes on a comme variante sur l'armée d'Eshtuna, du pays de Yamut-Balum, d'Uruk et d'Issin. » On a vu comment Samsu-Iluna avait mentionné, suite à la défaite de Rimsin II, celle du roi Iluni d'Eshtuna, qui a été capturé, amené dans un carcan et étranglé. Alors, on ignore quand Iluni a été ainsi exécuté. J'ai proposé que ce soit l'an 10 de Samsu-Iluna, mais c'est quelque chose qui reste encore à vérifier. Si cette conclusion est juste, il faut admettre en tout cas que nous ignorons tout de ce qui se passa dans les 10 années suivantes, jusqu'à l'année 19, dont l'événement majeur a été commémoré par le nom donné à l'année suivante, l'année 20, en ces termes: année où le roi Samsu-Iluna, le roi héroïque, a soumis le ou les pays rebelles et a frappé la totalité de l'armée du pays d'Eshtuna. L'importance que Samsu-Iluna attacha à cette victoire se marque de façon matérielle par un trait particulier. L'épithète héroïque, en sumérien sakkal, a été inscrite par les scribes systématiquement à la fin de la première ligne du nom d'année, alors que, en principe, à la suite du nom du roi, on n'a que le titre de roi Lugal. Donc il y a la volonté de souligner cet héroïsme royal, et ce faisant, Samsu-Iluna, en fait, a repris un exemple qui date de son père. Le nom de l'année 32 d'Hammurabi comportait également à la fin de la première ligne l'épithète Ursag, donc Karadum, héros. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, cette particularité a trait à une victoire sur Eshtuna. Et ça n'est sûrement pas un hasard. Eshtuna était sûrement la capitale la plus proche de Babylone, dont la rivalité constituait un danger très grave. Est-ce que cette victoire de Samsu-Iluna sur Eshtuna a été aussi importante que le roi le laisse entendre par ce nom d'année? Notre scepticisme naturel, j'allais dire, disons plutôt culturel, nous conduit à nous demander s'il ne s'agit pas d'une exagération. Eh bien, on va pouvoir mesurer que ce serait une erreur de raisonner ainsi, car cette victoire, et c'est une chose rare, a laissé des traces dans les archives privées. On trouve d'abord cette mention intéressante dans un petit texte de dépenses de grains qui est daté du 25e jour du 8e mois de l'année 19, 50 litres de farine, le jour où le patron, Awilum, est rentré de la campagne d'Eshtuna. Alors, le sumérogramme Cascal peut désigner aussi bien une expédition commerciale qu'une campagne militaire, mais en raison même de la date du document, il est clair que cet Awilum est un dignitaire qui a participé à la campagne contre Eshtuna, la campagne militaire contre Eshtuna, commémorée dans le nom de l'an 20 de Samsu-Iluna. Et ce personnage est rentré chez lui au mois 8, c'est-à-dire à peu près en novembre, autrement dit avant le début de l'hiver. Et nous allons voir que les archives d'un autre haut dignitaire, nommé Alamushnatsir, apportent sur cette campagne un éclairage
très intéressant. Comme il s'agit d'un lot d'archives encore largement inédit, que je travaille en ce moment dans mon séminaire et qui, je l'espère, donnera lieu à un livre dans le courant de l'année 2019, je voudrais commencer par décrire ce domaine qui est donc, comme je l'ai dit, documenté précisément pendant ces années de la deuxième moitié de la deuxième décennie du règne de Samsu-Iluna que nous étudions aujourd'hui. Après une présentation générale de ces archives, nous nous attacherons à analyser ce qu'on peut tirer des deux genres de textes représentés, les textes administratifs d'abord, les lettres ensuite, avant de voir ce que ces archives ont à nous dire sur cette campagne de Samsu-Iluna contre Eshnunna. Il s'agit d'un lot d'archives d'époque paléo-babylonienne, donc, qui comporte 73 tablettes, 33 lettres, dont 13 ont déjà été publiées. Il y en a 10 qui se trouvent dans la Yale Babylonian Collection, il y en a 2 qui sont au Louvre, il y en a même une qui est au Vatican, et il y en a 19 qui sont inédites à l'Oriental Institute de Chicago et encore une au musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg. Pour ce qui est des documents administratifs, on en a 2 qui sont publiés et conservés au Louvre, et le reste, 38, sont des inédits, là encore, à Chicago. Et une dispersion de ce genre est tout à fait typique pour des tablettes qui proviennent de fouilles clandestines. Il s'agit de fouilles anciennes, qui datent du début du XXe siècle, et lorsque les collections ont conservé une indication sur la provenance, eh bien, c'est indiqué comme étant originaire de Kish. En réalité, l'analyse interne de ces documents permet d'être plus précis. On est bien dans cette région de Babylonie du Nord, mais en réalité, la localité d'où proviennent ces tablettes, ça n'est pas Kish, mais une ville moins importante, située à proximité, qui s'appelle Damroum, et dont le nom est noté matériellement par les signes Ri-Gar, suivis par le déterminatif Ki des noms de lieux. On le voit, par exemple, dans une lettre où le maître du domaine écrit à son intendant « fait transporter la paille du champ du canal Matsrat-Irra à Damroum ». Dans une autre lettre, on a l'indication que le dignitaire Mouéroum, nommé Mar Ishtar, vient de partir pour Damroum pour procéder à l'affectation des gens de Karanzida. Et enfin, on a une lettre de la femme du maître du domaine qui indique « À propos des poutres de Sumu al-Hadou, toi et Ili Palsam, allez à Sumu al-Hadou, recevez ces poutres et soit faites-les porter par bateau à Damroum, ou si vous ne les faites pas porter par bateau à Damroum, gardez-les sous scellés à Sumu al-Hadou dans une pièce. » Alors, où se trouvait cette ville de Damroum ? Eh bien, plusieurs documents montrent que cette localité était située près de Kish, dans le quartier nommé Khursak Kalamma, nous en avons déjà parlé, et Khursak Kalamma est en effet cité plusieurs fois dans une lettre, d'une part, dans un texte économique de l'autre. La lettre dit ceci, relativement au fait de faire porter 60 litres de farine de première qualité et 60 litres de farine ordinaire, ce que je t'ai déjà écrit, fait embarquer 120 litres de farine de première qualité et 60 litres de farine ordinaire et qu'on les apporte à Khursak Kalamma. Donc c'est un contre-ordre, la quantité de farine de première qualité doit être le double de ce qui avait été indiqué initialement, mais ce qui est intéressant, c'est que l'intendant donc, doit faire apporter cette farine donc, à Khursak Kalamma, et on a un texte de dépenses de grains qui mentionne 30 litres pour Khursak Kalamma et un peu plus loin 20 litres pour les prêtres éribbitim de Khursak Kalamma. Ces tablettes ont donc été retrouvées dans un tel des environs de Kish, et l'on peut supposer que les marchands avaient alors pensé qu'ils retireraient davantage d'argent de la vente de ces tablettes s'ils disaient qu'elles provenaient de la prestigieuse ville de Kish. On a donc des textes qui documentent le domaine d'un personnage appelé Alamouchnatsir. Les textes administratifs, on le verra, datent des années 15 à 20 du règne de Samsu-Iluna et ils permettent de situer les lettres dans la même période. Et les autres
personne clé de ce lot d'archives, c'est l'épouse d'Al-Mushnatsir nommée El-Meshtoum et son intendant Nabi Shamash. Les textes administratifs peuvent être regroupés en deux ensembles principaux qui sont complétés par des textes plus variés. On a d'abord des comptes de céréales. Il y en a 21. La plupart commencent par de la farine préparée pour le repas, naptanoum, et puis on a ensuite différentes dépenses pour des individus et également pour différentes sortes d'équidés. Ces tablettes étaient toutes scellées avec le sceau du maître du domaine, Al-Mushnatsir, fils d'Apili-Lishu, serviteur de Samsu-Iluna. On ignore le titre de Al-Mushnatsir, qui ne figure pas sur son sceau ni sur aucun document le concernant, mais le fait que la légende du sceau le décrive comme serviteur de Samsu-Iluna montre qu'il s'agissait d'un dignitaire lié de près à la personne du roi. Par ailleurs, on peut se demander si Al-Mushnatsir scellait lui-même des textes aussi peu importants que ces petits billets de dépenses de grains. Il est plus vraisemblable que son intendant disposait d'une copie du sceau de son maître, comme cela est attesté, par exemple, dans le palais de Marie. Donc on a une grande maisonnée qui fonctionne à l'image des palais royaux de l'époque. On a également 12 textes qui ont trait à la gestion du personnel. D'abord, des petits comptes qui font le total de journées de travail. Par exemple, 2 jours, Ibn Sin, pour le battage des champs le long du canal Matzrat-Ira, et puis on a la date, et le texte est scellé, cette fois, pour l'intendant lui-même, Nabi Shamash, fils d'Ilan Pi, et puis malheureusement le nom de son père n'est pas lisible sur aucune des empreintes que nous possédons, serviteur du dieu Amurum. Et vous voyez qu'ici, l'intendant, lui, est serviteur d'une divinité, puisqu'il n'est pas d'un rang suffisant pour se décrire comme serviteur du roi. On a aussi des listes de moissonneurs, lieurs et glaneurs sous forme de tableaux à double entrée. Et ce qui est intéressant, c'est que ces tableaux semblent avoir été préparés à l'avance parce qu'il y a certains emplacements qui sont restés vides dans certains cas. Et de tels textes sont précieux parce qu'ils nous permettent de connaître la date exacte de la moisson, et ceci fournit un repère important à cause du décalage des saisons qui existait en raison du recours en Babylonie à un calendrier lunisolaire. Et puis la dernière catégorie de textes administratifs, ce sont des textes divers comme des comptes d'argent qui montrent que, contrairement à ce qui a été dit par certains spécialistes de l'économie babylonienne, l'argent circulait effectivement dans des petites quantités, un tiers de cycle par exemple, un demi-cycle également, donc ça nous donne quelque chose comme 2 grammes, c'est pas grand-chose, et on en tenait bien entendu un compte précis. On voit donc que la gestion de ce domaine faisait un grand recours à l'écrit, puisque on n'hésitait pas à écrire une tablette, même pour une dépense minime. Alors, ces documents administratifs, ils sont souvent méprisés par les assyriologues, beaucoup de collègues préférant travailler sur des inscriptions royales, des textes littéraires, toutes choses qui sont plus nobles. Et je rappellerai simplement la façon dont Gelb, en 1965, avait fustigé cette attitude dans un article célèbre où il faisait un plaidoyer pour ce qu'il appelait l'oignonologie, parce qu'il publiait un lot de textes administratifs qui avaient trait à des dépenses d'oignons, et il avait montré de façon tout à fait magistrale comment, à partir de simples textes de dépenses d'oignons, on arrivait à reconstituer des pages très importantes dans l'histoire du royaume d'Akkad au IIIe millénaire. Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec ce point de vue, et j'ajouterais, une chose qui est souvent oubliée, que si ces documents sont négligés, c'est aussi parce qu'ils sont extrêmement difficiles à déchiffrer. Et donc la plupart des gens considèrent que le rapport temps passé résultat ne vaut pas la peine de s'attarder sur des documents de ce genre. Si vous regardez ici, vous voyez qu'on a affaire à un texte qui est écrit à la diable parce qu'il s'agit d'un document
précisément de comptabilité interne qui n'a donc d'intérêt que pour celui qui ensuite écrira un récapitulatif officiel. Et donc, de la même façon que nous changeons d'écriture lorsque nous prenons une simple note, par exemple, une liste de courses, ou bien si nous écrivons à quelqu'un, il existe encore des gens qui écrivent des lettres à la main, ça devient quelque chose de rare, mais enfin, ça existe tout de même, ou les lettres de motivation pour les entreprises, puisque maintenant on retourne à des lettres écrites dans ce type de contexte. Là, évidemment, on s'applique et donc on a affaire à une écriture qui est meilleure, et c'est le cas ici, bien entendu. Donc, un recours constant à l'écrit dans l'administration de ce grand domaine. Un exemple, dans une lettre d'Al-Amouche Natsir, on trouve cette note « À présent, Harry L'Humour doit apporter des filets. Dès qu'il t'aura apporté les filets, reçois-le et donne-lui ta tablette scellée. » Autrement dit, vous voyez un simple apport de filet, eh bien, le personnage va avoir une tablette scellée par l'intendant Nabi Shamash et va repartir avec ce reçu qui montrera qu'il a bien effectué la livraison. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces tablettes permettent de mettre en évidence une technique d'archivage qui, jusqu'à présent, n'a pas été comprise. On observe en effet, sur le côté gauche de ces tablettes, les traces de ficelles qui ont été incorporées à l'argile lors de la fabrication même de ces tablettes. Alors, quand des tablettes de ce genre sont publiées, elles sont quelquefois cataloguées comme des étiquettes, mais il ne s'agit en réalité pas du tout d'étiquettes. Et je pense que ces ficelles permettaient d'accrocher les tablettes les unes à la suite des autres, permettant ensuite aux scribes de garder ces documents en ordre chronologique, de façon à pouvoir ensuite établir ces récapitulatifs. Et j'observe que ces tablettes, qui comportent des trous de ficelles, sont toujours des tablettes scellées. Donc, rien à voir avec les textes de comptabilité interne que j'évoquais tout à l'heure. Cette technique se rencontre déjà à Mari, mais à Mari, les exemples que nous avons ne comportent qu'un seul trou, qui n'est pas sur le côté, mais qui est sur la tranche du document. Et par conséquent, on peut reconstituer deux techniques un peu différentes. Celle de Mari, où les tablettes étaient suspendues avec les lignes d'écriture dans le sens horizontal, et puis ce qu'on a, par exemple, dans les archives d'Al-Amouche Natsir, avec deux ficelles sur le côté, et par conséquent, quand vous suspendez les tablettes, eh bien, à ce moment-là, les lignes d'écriture sont dans le sens vertical. Alors, à quoi servait toute cette comptabilité si minutieuse? Eh bien, là encore, les sceptiques et de bons historiens ont dit toute cette comptabilité, ça ne sert à rien en réalité, on ne regardait jamais les documents qui étaient ainsi conservés. Ça n'est pas vrai. On voit très bien, par exemple, cet ordre d'Al-Amouche Natsir, qu'on apporte le coffre ou le panier de tes comptes et le coffre ou le panier des comptes de Shamash quelque chose, donc un collègue. Autrement dit, même pendant son absence, le maître du domaine voulait pouvoir contrôler très précisément la comptabilité de son domaine. Par ailleurs, il faut être conscient du fait que ce qui a subsisté ne représente qu'une infime partie, ce qui a été conservé, pardon, ne représente qu'une infime partie de ce qui a existé. J'ai parlé d'une quarantaine de textes administratifs. Quand on voit la variété des opérations impliquées, c'est sûr qu'il s'agit de quelque chose de très très réduit. Alors pourquoi cela? Pour deux raisons. D'abord parce que les textes de comptabilité interne, manifestement, étaient régulièrement recyclés. Et on a des exemples de tablettes où on voit très bien encore les traces du texte antérieur qui n'a pas été complètement effacé. Tout simplement parce que ça n'avait pas d'intérêt de conserver ces textes et que la préparation de l'argile des tablettes est une opération qui est relativement longue. Donc une fois que les tablettes ne sont plus utiles, eh bien, on les mouille à nouveau et on va racler la surface ou bien on va remodeler les tablettes et on va réutiliser ces documents. Donc on a affaire à des archives qui s'auto-dévorent en quelque sorte. Et par ailleurs, lorsqu'on regarde les textes mis en ordre chronologique, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a manifestement un tri qui était fait régulièrement, puisque si les tablettes vont de l'an 15
de Samsu-Iluna jusqu'au début de l'année 21, en réalité, l'essentiel date de la deuxième moitié de l'année 19 et de l'année 20. Donc, sur une durée totale de 5 ans, en réalité, on n'a que quelques mois qui sont à peu près documentés. Voilà pour cette première catégorie de documents, les textes administratifs, et il nous faut maintenant passer aux lettres qui offrent des informations complémentaires. Dans certaines de ces lettres, on retrouve des personnes qui sont présentes dans les textes administratifs, et puis on a d'autres individus qui y sont cités. La plupart de ces lettres, donc, sont écrites par Alamouch-Natsir Hanabi Shamash, son intendant. Et s'étant absenté de son domaine, Alamouch-Natsir souhaitait continuer à diriger les opérations à distance, d'où des instructions très précises qui donnent parfois l'impression d'avoir été écrites quotidiennement. Alors voilà le type de questions dont Alamouch-Natsir harcèle son intendant. « Combien as-tu fait donner de grains? Combien reste-t-il à percevoir? Fais-moi porter en réponse à ma tablette un rapport complet. » Dans d'autres cas, c'est lui qui répond aux demandes d'instruction de son intendant. « J'écoute toutes les lettres que tu me fais porter. À propos de l'achat d'une meule, à propos de laquelle tu m'as écrit, j'en ai cherché à Babylone, mais il n'y en a pas. Dès qu'on verra une meule, on t'écrira. » Et ce qui est intéressant, c'est que bien que ces lettres, comme d'habitude, ne soient jamais datées, on peut, dans certains cas, reconstituer leur ordre chronologique parce qu'il y a des allusions à des lettres antérieures qui sont très régulières. Alors on peut se demander si ces lettres ont été écrites lors d'un seul voyage ou si elles correspondent à plusieurs déplacements. Je n'ai pas encore réussi à trancher cette question, mais ce qu'on voit de manière très intéressante, c'est qu'à un moment donné, l'épouse d'Alamouch-Natsir, qui s'appelle El-Meshtoum, devait rejoindre son mari. Et on a un personnage qui s'appelle Adad-Nada, qui commence une lettre par des formules de bénédiction et qui ajoute « La maison, El-Meshtoum et les quartiers vont bien ». Et ensuite, la lettre dit ceci: « Relativement aux 2 gourds de grains à donner à l'âne, je les ai donnés à l'âne, et relativement au fait de faire moudre la farine, à propos de quoi mon chef m'a écrit, je ne suis pas négligent relativement au fait de faire moudre la farine, et relativement à la farine qu'on doit faire porter avec la maîtresse de maison, à propos de quoi mon chef m'a écrit, comme tu me l'as écrit, je ferai porter la farine avec la maîtresse de maison. » Donc, sous-entendu, El-Meshtoum. C'est une conclusion qui est confirmée par une autre lettre où Alamouch-Natsir donne cet ordre: « Qu'elle prenne pour moi 5 litres de sauce au poisson et 1 litre de vinaigre, fais-la voyager sur une barque et qu'elle aille à 6 parts à mes devants. » Et puis ensuite, la lettre continue en disant « Avant qu'El-Meshtoum ne soit parti », donc clairement c'est elle qui doit voyager pour rejoindre son époux Alamouch-Natsir. Donc, un voyage ou plusieurs, on n'est pas sûr, mais quoi qu'il en soit, cette absence d'un homme manifestement autoritaire et tatillon fournit un cas de figure inespéré, puisque sa correspondance évoque un certain nombre de sujets très concrets qui d'habitude relèvent des ordres donnés par oral. Et si on regarde le Grand Dictionnaire de Chicago, on s'aperçoit que pour certains mots, la totalité des attestations qui sont citées proviennent de ces textes encore inédits qui sont cités par le dictionnaire. En ce qui concerne tout d'abord la vie économique, eh bien, on voit des données relatives à l'élevage. Beaucoup de bêtises ont été écrites sur le soi-disant monopole du palais sur la laine. On sait maintenant que c'est faux. Les particuliers aussi possédaient des troupeaux, d'ovins en particulier, et c'est le cas d'Alamouch-Natsir qui évoque la tonte de ce troupeau. Lorsque Anumpinabiyum, Sintapawedi et Ilimaabi seront partis de Samnou, qu'au tournant du mois, on lave les ovins du service de Nouratoum et du service de Shamash Enlilili et qu'ils soient tondus. Madame Cassin, il y a déjà longtemps, avait expliqué pourquoi
il y avait des mentions dans un certain nombre de textes de ce qu'elle a appelé le bain des brebis, à partir d'observations ethnographiques qui remontaient à sa jeunesse, puisque c'est des choses qui se pratiquaient encore dans l'Italie de l'avant-guerre. Tout simplement, on baigne les ovins avant de les tondre parce que ça permet de dégager la laine de beaucoup d'impuretés. Et donc, si vous pesez la laine, évidemment, il est important que cette laine ne soit pas chargée par de la terre, des poussières, etc. Donc, on a depuis beaucoup d'autres mentions comme celle-ci qui confirment ce qu'elle avait écrit. À propos des bovidés, eh bien, il pose le problème qu'en hiver, il faut les alimenter parce qu'ils ne peuvent plus trouver de nourriture suffisante à l'extérieur. Et il y a un problème qui s'est posé à un moment donné. Donc, Alamouchnatsir cite une lettre de son intendant. « Tu m'as écrit au sujet de Manum Kimashamash, l'engraisseur, qui ne s'est pas approché pour faire manger les bœufs, et au sujet du fait que tu as nommé le meunier Samsuiluna Karad pour faire manger les bœufs. Je t'ai fait porter ma présente tablette en réponse. Recherche ce Manum Kimashamash et fais-le mettre aux arrêts dans le domaine, par devant Marertsetim, jusqu'à ce que j'arrive. » Au passage, vous voyez que le nomastique basilophore, qui comporte le nom du roi, ce ne sont pas seulement des hauts dignitaires, puisqu'ici c'est un simple meunier qui s'appelle Samsuna Karad. Samsuna est un héros, donc on voit que la célébration de la vaillance du roi se fait même dans le nom de personnes d'un statut relativement modeste. Toujours en ce qui concerne l'agriculture, on voit que l'ail et les céréales étaient cultivées. Ne sois pas négligent envers le domaine, écrit encore une fois Alamouchnatsir à Nabi Shamash, qui devait en avoir par-dessus la tête de ses exhortations, parce que c'était le travail de tous les jours. Que n'importe quel lot de grain que tu reçois soit identifié pour toi, grenier par grenier. Comme je te l'ai écrit, que l'on prépare un champ de 2 arpents dans le secteur du canal Matsrat-Ira pour y cultiver de l'ail. Et à propos de l'ail, au sujet duquel tu m'as écrit, il y a 587 bottes d'ail et un bol. Voilà ce que tu m'as écrit. Retire tout l'ail nécessaire pour la semence et le reste de l'ail, rassemble-le. Ne mets pas de côté pour quiconque, ne serait-ce qu'1 litre d'ail. Et puis, lorsque la saison des labours approche, Alamouchnatsir se croit obligé de rappeler à son intendant ce qu'il faut faire. Ne néglige pas les champs, l'époque des labours arrive. On a aussi des indications intéressantes à propos de différentes matières premières comme le bitume. J'ai fait porter ma tablette à Sin Nadin Shumi, le fils de notre cœur, relativement au fait de donner une maison dans le quartier des marchands pour y entasser du bitume. Dès que tu verras ma tablette, que Sin Nadin Shumi te donne une maison dans le quartier des marchands et entasse-y du bitume. Reçois le bitume que tu dois recevoir dans les installations, fais pression sur Marertsetim, fils de Shamash Bani, fais-lui donner le bitume en fonction de son document scellé et entasse-le avec celui que tu auras reçu. Depuis 4 ans, quand du bitume m'a-t-il été donné? Alors, le bitume est une matière première tout à fait essentielle pour l'isolation. Donc, on fait des paniers qui sont pourvus de bitume à l'intérieur de façon à être étanches. Et puis, bien entendu, le bitume sert à calfater les bateaux. On verra leur importance tout à l'heure. Mention également de roseaux. Les nattes en roseau que tu as fait faire sont trop peu nombreuses. Ajoute des nattes en roseau pour la tonte. En outre, fais faire des paniers comme équipement pour la tonte. C'est logique, puisque on s'est donné la peine de laver les ovins avant la tonte, et donc au moment où on va arracher la laine, je vous rappelle qu'on ne coupe pas la laine à l'époque, on l'arrache, bien on va la faire tomber par terre, et si on la met sur le sol, elle va se salir, donc il faut avoir des nattes de roseau qui serviront à maintenir cette laine à peu près propre. Et puis après, la laine sera mise dans des paniers, donc voilà un des emplois de ce roseau. Et on a aussi la mention de certaines essences de bois. Un thème important, c'est celui des transports, et en particulier des transports par bateau.
ils servent à acheminer du grain, bien entendu, mais aussi des fruits. On a ici la mention suivante. Donne un bateau de 40 gourds, c'est-à-dire 12 000 litres, avec son équipement à Shamash-Ili, le courrier de Amat Shamash, religieuse Naditum, fille de Lipit-Ishtar, afin qu'il transporte à Sipar dattes et figues. On voit aussi qu'on transporte des poils de chèvre par bateau, fait embarquer dans un bateau le poil de chèvre qui est destiné au palais et qu'on l'apporte chez moi. Enfin, plusieurs lettres ont trait à la location de bateaux et au salaire qui doit être versé aux bateliers. Une des questions importantes de l'économie babylonienne, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est la question de savoir quelle était la part respective des paiements en nature et des paiements en argent. Eh bien, on a des exemples précis. Il y a des textes qui mentionnent qu'on va donner du grain et de l'argent pour la fabrication de briques. On a un texte aussi qui montre qu'il est impossible d'acheter de l'huile, et donc on va presser du sésame. Et puis on a cette lettre qui est extrêmement intéressante, qui a déjà été citée par le dictionnaire de Chicago, par Martha Roth également dans son commentaire dans son édition du Code d'Hammurabi. Je lis ce texte. « Au sujet des tisserands que tu as conduits et qui t'ont parlé ainsi, 15 grains d'argent constituent le salaire journalier, le salaire d'un homme. Si tu ne payes pas 15 grains d'argent, nous voulons recevoir 920 litres de grains, 5 litres de bière et 4 litres de pain par jour. » Donc c'est la fin de la citation. « Ils t'ont dit cela et tu me l'as écrit. » Et Alamouchnatsir poursuit. « Le salaire des gens embauchés est inscrit sur la stèle. Narum. Comme ils te l'ont dit, soit en grain, soit en argent, ne retiens pas leur salaire. Quand je viendrai, j'éluciderai l'affaire et je le déduirai de leur travail. » Donc, on voit comment, face à des revendications de gens qui trouvent que leur niveau de rémunération, leur pouvoir d'achat, dirait-on aujourd'hui, n'est pas suffisant, eh bien, il y a des protestations. Alors, on ne va pas jusqu'à faire brûler des palettes devant la maison de Alamouchnatsir, mais quand même, manifestement, ces tisserands donnent des revendications extrêmement précises et manifestement, le maître du domaine décide de céder provisoirement, et puis on fera les comptes à son retour, et la référence qu'il donne, c'est le salaire qui est inscrit sur la stèle, et il s'agit d'une des très rares allusions que nous ayons à l'application, la prise en compte de ce qui est gravé sur le Code d'Hammurabi, car il ne peut pas s'agir d'autre chose ici. Cette correspondance donne également de nombreux renseignements sur différents aspects de la société. On voit par exemple des artisans qui travaillent à la demande au domicile des clients. Par exemple, ces tisserands qui doivent fabriquer une étoffe particulière, ou encore des travailleurs du roseau, impresseurs d'huile. Et on a aussi quelques épisodes qui permettent de se représenter la maison du maître, qui donne des instructions, par exemple, pour qu'après le départ de son épouse, eh bien, la partie d'habitation du domaine, ce qu'il appelle la maison, soit fermée et gardée. Jusqu'à ce que je revienne, montre-lui des clous de porte de la maison, donc les pommeaux qui servent à fermer les portes, de sorte qu'il les scelle et que lui dorme dans la cour pendant la nuit. Donc on a peur, évidemment, qu'il y ait des cambrioleurs pendant que plus personne n'habite la demeure du maître. Alors après ce long développement, qui nous permet de connaître la vie dans un domaine au milieu du règne de Samsu-Iluna, nous allons revenir à la campagne contre Eshnunna. Une lettre qui est connue depuis longtemps dit ceci. Donc c'est toujours Alamouchnatsir qui écrit à son intendant « Teste le sésame que tu dois me faire porter et mets le reste du sésame du canal Matsrat-Irra avec le sésame que les cassures t'ont rendu, soit 6 gourds de sésame gras, et fais-les porter par devant moi. En outre, je t'ai fait porter ma lettre relative aux Eshnunéennes, que ces servantes ne regardent pas la porte depuis le toit et qu'elles n'atteignent pas le seuil de la porte. » Voilà une mention qui est relativement énigmatique,
Comme dans la quasi-totalité des cas, la lettre n'est pas datée, mais la mention du sésame indique qu'on se trouve sans doute peu après la moisson de cet oléagineux qui avait lieu à l'automne. Et on va voir le parti que l'on peut en tirer grâce à une lettre encore inédite qui est, elle, beaucoup plus explicite. Au sujet des Echnounéennes, à propos desquelles tu m'as écrit en ces termes, les servantes à propos desquelles tu m'as écrit, que je t'ai envoyées et que tu as laissées libres, ont transmis des messages à des gens de leur ville. 5 femmes d'Echnouna ont donc été retenues à la porte, c'est-à-dire empêchées de sortir, et je les ai placées sous bonne garde. Voilà ce que tu m'as écrit. Comme tu l'as écrit, surveille bien ces servantes, qu'elles ne puissent franchir le seuil de la porte, qu'elles ne regardent pas depuis le toit vers la porte. Autrement dit, il s'agit de femmes qui ont été prises, capturées lors de la campagne contre Echnouna, qu'Al-Mushnatsir a reçu, qu'il a envoyé à son intendant, et qui ont essayé de rentrer en contact avec d'autres personnages originaires d'Echnouna. Donc il y avait pas mal de prisonniers de guerre à ce moment-là dans la ville de Damroum. Et donc, on veut les empêcher de sortir, on veut les empêcher aussi d'avoir des contacts, de parler avec ces gens-là. Or, une des façons faciles de faire, c'est bien entendu de se mettre sur la terrasse et de pouvoir parler ainsi avec les gens qui passent dans la rue. Donc, même depuis le toit, il ne faut pas que ces femmes puissent aller jusqu'au-dessus de la porte d'entrée de la maison et donc en direction de la rue. Et le fait que ces femmes echnounéennes constituent une partie du butin fait par les armées babyloniennes dont bénéficia Al-Mushnatsir est confirmé par un petit texte administratif, lui aussi inédit. Et parmi les dépenses, on note 300 litres de grains pour les nouvelles servantes reçues par Iliyaoum, et on nous dit sous la responsabilité de Nabi Shamash et d'El-Meshtoum. Et El-Meshtoum, elle ne s'occupe pas du champ. Le champ, c'est la responsabilité de Nabi Shamash. Elle s'occupe, bien entendu, des nouvelles servantes, puisque c'est toujours la femme du maître de maison qui supervise les esclaves femmes, et à peu près sûrement, on a donné comme tâche à ces esclaves de tisser de la laine. Donc on dit bien que ce sont des nouvelles servantes, et le texte est daté du 30 du 8e mois de l'année 19 de Samsuiluna, c'est-à-dire le moment, en effet, de la récolte du sésame, ce qui nous ramène au début de la lettre que je citais tout à l'heure, et par conséquent, on voit comment les archives du domaine d'Al-Mushnatsir, en plus de leur intérêt intrinsèque, nous permettent de voir que la victoire sur Echnouna, célébrée par Samsuiluna, a correspondu à une réalité, et comment les dignitaires de son entourage ont reçu leur part du butin, en particulier ce qui concerne les hommes et les femmes qui ont été faits prisonniers à cette occasion. Alors cette victoire sur Echnouna fut-elle durable ? Suspense. On voit quelques années plus tard Samsuiluna construire dans la vallée de la Diyala une forteresse manifestement destinée à surveiller le pays. Cette construction a été célébrée dans le nom de l'an 24, ainsi que dans une inscription de fondation, et on verra que la fouille du site de Rafadja a permis de retrouver une partie de cette construction, ainsi que quelques documents d'archives bien intéressants. Donc la construction de la forteresse a été commémorée dans le nom de l'année 24 du roi. Je cite, « Année où le roi Samsuiluna, qui a accumulé la sagesse, a bâti la muraille de Kish, muraille dont la splendeur s'étend sur les pays étrangers, sur la rive de l'Euphrate, et où il a bâti Dur Samsuiluna, dans le pays de Warum, sur la rive de la rivière Touroul, c'est-à-dire une des branches de la Diyala. » On sait que Warum est l'un des noms du pays dont Echnouna était la capitale. Eh bien, l'inscription de fondation de Dur Samsuiluna a été retrouvée en plusieurs exemplaires. Le premier est un barillet de 13 cm de large qui est conservé au musée de Berlin et qui a été publié par Arnaud Peubel. Alors, un petit mot au passage sur Peubel, qui a été, après Thureau d'Angin, un des pères de la sumérologie.
c'est quelqu'un qui est né en 1881, qui a fait des études de théologie et de philologie en Allemagne, et puis qui est parti aux États-Unis pour faire sa thèse à Philadelphie en 1905-1906, qui a été publiée sous la forme du volume BE 6.2, c'est-à-dire des documents juridiques de Nippur. Parce que, s'intéressant aux Sumériens, c'était bien entendu aux États-Unis qu'il fallait aller pour avoir les textes de Nippur. Il est retourné ensuite en Allemagne et faire son habilitation qu'il a soutenue à Breslau en 1910, avec une thèse sur les noms propres sumériens d'époque paléo-babylonienne. Et il est retourné aux États-Unis. Et cette fois, il a enseigné à Johns Hopkins à Baltimore entre 1911 et 1913, période pendant laquelle il s'est souvent rendu à Philadelphie, qui n'est pas bien loin, pour copier, là encore, des textes sumériens de Nippur. Et sont sortis de ce travail 3 très importants volumes, PBS 4, 5 et 6. Et puis, il retournait en Allemagne pour la période des vacances d'été, comme tout universitaire qui est en poste à l'étranger. Et en l'été 1914, il était en Allemagne. Et donc, évidemment, pendant 4 années, il a cessé de faire de la sumérologie. Et à partir de 1919 jusqu'en 1928, il a été professeur à l'université de Rostock, où il a notamment écrit sa grammaire sumérienne en 1923. Et il a émigré définitivement aux États-Unis en 1928, où il est devenu professeur à l'Oriental Institute de Chicago. Et c'est lui qui a dirigé le dictionnaire de Chicago de 1933 jusqu'à sa retraite en 1946. Il y avait à l'époque un âge de la retraite aux États-Unis, c'était 65 ans. Les choses ont changé depuis. Il mourut finalement en 1958. Pour en revenir à notre inscription, donc, Pöbel a fait sa copie des 95 lignes de l'inscription d'après photo en 1919. Il a terminé son article en 1920 et il l'a envoyé à la rédaction de la revue MVAG, mais son article n'a pas pu être imprimé faute de moyens. 1920, c'est l'époque de l'hyperinflation en Allemagne qui a culminé en 1923, et donc les revues n'arrivaient même pas à financer l'achat de papier pour continuer l'impression de leurs fascicules. Alors, Pöbel avait mis cet article de côté, et puis finalement il a eu l'occasion de collationner l'original directement à Berlin, et en définitive, cet article a été publié dans la revue AFO en 1933-34. C'est une des plus belles inscriptions de Samsu-Iluna, et donc je vais vous la lire intégralement dans la traduction quasiment inchangée d'Edmond Solberger, et je commenterai les différentes parties au fur et à mesure. Ça commence ainsi. Samsu-Iluna, le roi fort, le roi de Babylone, le roi de Kish, le roi qui se fait obéir des 4 régions, le roi qui, sur les instructions des dieux An et Enlil, a écrasé tous ses ennemis, le pasteur qui, Inanna lui ayant donné des signes favorables et son aide, a conquis les marches de ses adversaires et éliminé du pays les méchants, le roi qui fait se lever un jour brillant sur la multitude des peuples, le fils premier-né de Hammurabi, le Seigneur qui a étendu le pays. Donc on voit la première partie du texte qui nomme le roi avec titre et épithète. Et il est intéressant de voir ici Samsu-Iluna reprendre le titre de roi de Kish, qui remonte à l'époque d'Akkad, et qui a fini par signifier la royauté universelle par un jeu de mots entre le toponyme Kish et le mot akkadien Kishatum, qui veut dire totalité. Alors quand on connaît les déboires qui ont été ceux de Samsu-Iluna dans les années antérieures, on ne peut manquer d'être frappé par la grandiloquence de cette introduction. Et ça continue. Le roi qui a soumis par ses armes puissantes le pays d'Idamarats, depuis la frontière du Goutiyum jusqu'à la frontière de l'Élam, qui a conquis les peuples éparses de l'Idamarats, qui a démantelé l'une après l'autre toutes les forteresses du pays de Warum qui s'opposaient à lui, qui 2 mois après avoir remporté sa victoire et affirmé l'éclat de sa puissance, accorda vie et liberté au peuple du pays d'Idamarats qu'il avait pris comme butin et à tous les guerriers des Shnuna qu'il avait fait prisonniers, rebâtit chacune des forteresses du pays de Warum qu'il avait détruites et, ayant rassemblé ses populations dispersées, les fit retourner dans leur pays. Alors ici, c'est intéressant du point de vue de la géographie historique, puisqu'on voit la différence qui est faite par Samsu-Iluna entre l'Idamarats
qui est la région au pied du Zagros, qui va depuis la frontière du Goutium jusqu'à la frontière de l'Elam. Donc c'est, si je puis dire, le deuxième Idamarats. Il y a un premier Idamarats qui est dans la région du triangle du Rabour, au pied du Turabdin. Ici, c'est l'Idamarats oriental. Et puis, on voit aussi la mention du pays de Waroum, qui est la partie la plus méridionale de la vallée de la Diyala. Par ailleurs, l'insistance de Samsu-Iluna sur sa générosité à l'égard des populations locales ne doit pas nous tromper. La restauration des forteresses détruites lors de la guerre avait manifestement aussi pour but de mieux contrôler désormais le territoire. L'inscription se poursuit ainsi. Alors Samsu-Iluna, l'homme fort, afin de faire demeurer dans des demeures paisibles les peuples habitant les rives du Touran et du Taban, c'est-à-dire les deux branches de la Diyala inférieure, afin qu'ils soient à l'abri de la terreur, afin que toute la région soit soumise à son héroïque puissance, au cours de ce deuxième mois, il bâtit Dur Samsu-Iluna sur la rive du Touran. Il creusa son fossé, en entassa la terre en remblai, moula ses briques, bâtit son rempart et en éleva le faîte comme une montagne. On a donc là le récit de construction proprement dit, et l'inscription s'achève en mentionnant la satisfaction des dieux. C'est pourquoi les dieux An, Enlil, Marduk, Enki et Inanna lui firent don d'armes sans pareil et décrétèrent pour lui un destin de vie éternelle comme celle de Nana et Utu. Et l'inscription s'achève. Le nom de ce rempart est Enlil a soumis à Samsu-Iluna le pays de ses ennemis. Et on voit donc que Samsu-Iluna donne son nom à la ville fortifiée, Dur Samsu-Iluna, mais le rempart lui-même porte un nom différent selon la coutume de l'époque qui consistait à nommer les canaux, les murs des villes, les statues, etc. Pöbel ne s'est intéressé qu'à la compréhension du texte, puisque à l'époque, le sumérien était encore mal connu, livrant de très riches notes philologiques, en plus de son édition du texte, mais il n'a pas dit un mot du contexte de découverte de ce cylindre. Il a été découvert à Babylone, dans le quartier dit du Merkès, dans la maison d'un certain Marduk Natsir. On a retrouvé là pas moins de 450 tablettes et fragments, dont 10% sont seulement publiés à l'heure actuelle, et les archives comportent des textes qui vont des années 8 à 27 du règne de Samsu-Iluna, ainsi qu'un texte daté d'Abiéchour. Et ce qui est intéressant, c'est que ce Marduk Natsir, il porte le titre de Ugula Dumumesh Edubba, qu'on peut traduire par le chef des enfants de l'Edubba, c'est-à-dire il s'agit d'un maître d'école. Et de fait, on a aussi retrouvé dans sa maison ce que je préfère appeler un fonds de manuscrits littéraires, ce que Pedersen appelle de façon plus classique une bibliothèque, avec pas moins de 156 tablettes ou fragments et 3 cylindres. On trouve notamment des textes sumériens littéraires comme des épopées, Lugalbanda, Enmerkar, le mythe d'Idana et Ebir, différents hymnes, etc. C'est là qu'on a retrouvé l'inscription du roi de Larsa Waratsin relative à la muraille d'Ur dont j'ai parlé il y a quelques semaines. Et on a aussi retrouvé, outre la version sumérienne de l'inscription de Samsu-Iluna publiée par Pöbel, une version akkadienne de ce texte qui est restée encore inédite. Et je ne saurais vous dire avec certitude ce que faisait ce cylindre dans la maison de Marduk Natsir, mais on a 2 hypothèses. La première, c'est qu'il s'agisse d'une copie de nature scolaire, et la seconde, qui me paraît beaucoup plus intéressante, c'est de penser que c'est ce Marduk Natsir qui a dû rédiger l'inscription pour le compte de Samsu-Iluna, et puis ensuite l'inscription a été transportée sur place, et comme c'était des inscriptions qui existaient en plusieurs exemplaires, on les enfouissait dans les fondations des bâtiments, eh bien Marduk Natsir en a gardé un exemplaire de chaque, alors que le reste a été enfoui sur place. Et ce qui est intéressant, c'est que l'un des cylindres qui a été enfoui sur place, eh bien, les archéologues américains l'ont retrouvé. Ils l'ont retrouvé sur le site de Rafadja, sur la partie B du site. Alors, Rafadja comporte 4 sites principaux et
L'essentiel a été fouillé par l'Oriental Institute de Chicago. Ce sont les tels A, C et D. Et ça a permis notamment de découvrir le temple de Sin avec des tablettes paléo-babyloniennes qui sont très intéressantes. Et les deux dernières campagnes, en 1937-38, ont été cette fois le fait de l'association de la Baghat School et de l'University Museum de Philadelphie, toujours avec de Lugaz comme responsable du chantier. Et ces fouilles ont cette fois porté sur le tel B, qui s'est révélé être Dur Samsu Iluna, parce qu'on a retrouvé un autre barillet avec la même inscription que celle trouvée à Babylone. Et également un fragment de cylindre qui portait la version akkadienne du texte. Alors, quelle était la nature exacte de Dur Samsu Iluna ? Eh bien, je pense qu'il ne faut pas se l'imaginer comme étant uniquement un fort de nature militaire. Il s'agit en réalité d'une ville forte. Et le rapprochement avec la ville de Kharadoum que nous étudierons la semaine prochaine n'a pas, à mon avis, été fait correctement. Du point de vue de l'architecture, du point de vue de la taille aussi, la ressemblance me paraît frappante. Simplement, il se trouve que le site de Rirbet et Diniye a été moins érodé, et par conséquent, il y a une partie plus importante de la ville. On en a moins en ce qui concerne Dur Samsu Iluna, mais d'un point de vue urbanistique, donc, Dur Samsu Iluna n'est pas simplement une garnison, mais plutôt une petite ville fortifiée. Et on va en avoir la confirmation tout de suite parce qu'il y a des textes qui malheureusement proviennent de fouilles clandestines antérieures aux fouilles régulières, mais qui ont été achetés par l'Oriental Institute et publiés par Gringus, qui proviennent de Khafadja. Et un des textes est très intéressant parce qu'il est question d'une sorte de mise à jour du recensement de la population du site. On lit ceci. Un soldat, Arushina, fils de, et le nom de son père est resté en blanc, qui réside dans la maison d'Ibkatoum, ressortissant de Sipar. Un soldat, Warad Koubi, fils d'Inboucha, qui réside dans la maison du devin Etel Pisha. Un soldat, Belchounou, fils d'Utuleshtar, qui réside dans la maison de Belanoum, fils de Wardoum. Ceci est intéressant parce que ça nous montre que le site était occupé par des maisons privées et que certains soldats étaient apparemment logés chez des particuliers. Et puis on voit également des individus qui sont déplacés. Et le passage le plus intéressant de ce texte se trouve aux lignes 40 à 47. Un jardinier, Etiroum, fils d'Ishmekarab, ressortissant de Dourrimouche, qui a été vu dans la maison d'Ibni Amouroum à l'extérieur, il a été transféré à Eshnouna. Un jardinier, Waradishtar, fils d'Inboucha, ressortissant de Dourrimouche, qui a été vu dans la maison d'Ibni Amouroum à l'extérieur, il a été transféré à Eshnouna. Alors le passage est doublement intéressant. Il montre qu'il y a manifestement des maisons à l'extérieur de la muraille de Dur Samsu Iluna, et on verra que c'était sans doute aussi le cas de Kharadoum. Et puis par ailleurs, et le plus important pour nous, c'est que pour que des individus aient été ainsi déplacés à Eshnouna, il fallait que la ville ait été aux mains des Babyloniens. Sinon, c'est un autre verbe que Nassaroum qui aurait été employé. Et donc, une fois de plus, nous devons faire attention à ne pas tomber dans l'hypercritique. Quand Samsu Iluna dit qu'il a remporté une grande victoire sur Eshnouna, ça veut bien dire qu'il en a pris le contrôle. Et le fait que la forteresse d'Ur Samsu Iluna soit légèrement au sud d'Eshnouna n'implique pas que c'était la frontière. Et il faut pourtant rester vigilant, car ce groupe de textes, il débute en l'an 23 de Samsu Iluna, autrement dit au moment même où la ville forte a été bâtie, construction commémorée dans le nom de l'an 24, comme nous l'avons vu, mais cette série s'interrompt dès l'année 27. Alors, est-ce que ça témoigne d'une destruction rapide de la ville forte ? On peut le penser. Et il est à cet égard très regrettable que le contexte archéologique précis de ces textes ne soit pas connu, parce qu'on ne peut pas exclure qu'il s'agisse en fait de documents périmés qui ont été mis au rebut et que donc la date du dernier ne soit pas du tout la date de l'abandon du site par les Babyloniens.
Voilà ce qu'on pouvait dire à propos de cette reconquête de la partie inférieure de la vallée de la Diyala. La semaine prochaine, nous verrons la campagne qui conduisit Samsu-Iluna au nord, jusqu'au pied du Taurus, dans son attaque contre le pays d'Apoum. On continuera avec la tentative de reconquête du Moyen-Euphrate qui n'a pas été un grand succès, et on verra pour finir dans quelles conditions Samsu-Iluna perdit au sud ce qui lui restait du pays de Sumer. Je vous remercie de votre attention.